Dobry den, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission préparée par la rédaction francophone de Radio Prague International. En octobre dernier est paru aux éditions Passé Composé un ouvrage conséquent intitulé « Démystifier l'Europe centrale, Bohême, Hongrie et Pologne du 7e au 16e siècle ». Un ouvrage de référence sur la région, ouvrage dirigé par Marie-Madeleine de Sévin, historienne spécialiste de la Hongrie médiévale. Elle a répondu aux questions d'Anna Kubishta, ainsi que les historiens tchèques Martin Nejedly et français Olivier Marin, qui ont tous les deux contribué à ce livre imposant. Marie-Madeleine de Sévin, je vais commencer par vous demander un petit peu de présenter quand même cette Bible. Alors, c'est un livre quand même qui fait 1000 pages. Alors, on le voit pas parce qu'on est à la radio, donc voilà, mais moi je peux le dire. Qui est divisé en deux parties. Une partie plus essai, divisée évidemment en plusieurs chapitres, etc. Et une deuxième partie qui est plus dictionnaire historique, donc sur ce livre « Démystifier l'Europe centrale ». C'est sur la période médiévale, ça on en reparlera tout à l'heure. Pourquoi ce choix, cette division essai, dictionnaire historique ? Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que au départ, mon idée était plutôt de faire uniquement un dictionnaire historique. J'avais en tête un certain nombre d'exemples, en particulier hongrois. Il y a un excellent dictionnaire d'histoire médiévale hongroise qui s'appelle Történelmi Magyar Lexikon, qui est très très bien fait et qui est un peu plus érudit dans le ton, moins savant que le Lexikon des Mittelalters de nos collègues allemands, mais quand même nettement plus précis que celui-ci, ne serait-ce que par le nombre de notices, le nombre d'auteurs, c'était une entreprise plus ambitieuse. Moi, je voulais quelque chose de plus facile d'accès pour des lecteurs non spécialistes, que ce soit des journalistes, que ce soit des enseignants du secondaire, que ce soit des historiens, mais très peu familiers de cet espace et de cette période. J'avais envisagé cette solution, j'avais présenté ce projet à plusieurs éditeurs et celui qui a eu l'écoute la plus favorable, donc c'était monsieur Nicolas Grapayen des éditions Passé Composé, et tout de suite il avait posé, alors il était très enthousiaste, très favorable, mais il avait posé comme condition le fait de prévoir une partie, ce que vous appelez essai. Effectivement, c'est le terme qu'il avait employé. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'essai, mais en tout cas, ça se présente effectivement comme des chapitres dont chacun peut constituer un essai en lui-même, même si l'ensemble des 9 chapitres ne constitue pas une démonstration cohérente ou uniforme, homothétique, pas du tout. Chaque auteur a son approche et les thèmes sont différents, vous l'avez vu. Mais c'était un peu la condition sine qua non. Donc, naturellement, j'ai accepté puisque je me suis dit, s'il faut en passer par là, c'était vraiment un compromis parce que moi, la formule essai, je la trouvais moins facile à appréhender par un lecteur néophyte. Je me mettais dans la peau d'un journaliste, par exemple, qui a besoin d'accéder de savoir ce qu'est la Sainte Couronne parce qu'il entend parler de cet objet par le biais d'actualités beaucoup plus contemporaines. S'il faut qu'il lise je ne sais combien de pages pour obtenir l'information, la formule dictionnaire me paraissait plus adaptée. Mais effectivement, pour entrer dans cet espace, c'est bien d'avoir quelques clés de compréhension et de fait, je pense qu'il a eu raison. Donc, je regrette pas du tout ce choix et on avait parlé aussi avec les coordinateurs, dont Olivier et Martin qui sont là, mais eux aussi adhéraient pleinement à cette division. Alors, ce que je trouve intéressant quand même dans l'idée de faire ce livre tout court, c'est de voir que, d'une certaine manière, le regain d'intérêt de l'Ouest, on va dire de manière très générale, pour l'Europe centrale et ce besoin en fait de compréhension de cette région qui fait un peu la transition entre Ouest et Est, donc entre on va dire les démocraties occidentales, la Russie et les autres pays on va dire plus à l'Est, ça coïncide souvent avec une actualité qui est particulièrement audible, on va dire un plus grand public. Et je pense notamment donc aux régimes actuels en Hongrie, en Pologne, qu'on qualifie souvent d'illibéraux, qui menacent un peu d'une certaine manière l'intégrité de l'Union européenne par leur prise de position. Et c'est toujours assez
ce moment-là qu'on se souvient en fait que ces pays existent, je dirais du point de vue de l'Ouest, du grand public à l'Ouest, ou alors avec Andrej Babiš et les populismes peut-être montant aussi en République tchèque. Est-ce que ce livre est né aussi de ce besoin-là d'expliquer cette région aux racines ? Oui, comme j'essaie de l'expliquer en introduction, il y a dans le discours de tous ces leaders populistes, qu'ils soient aux manettes des gouvernements respectifs de cette région ou pas, il y a souvent des références à des personnages ou à des objets qui remontent au Moyen-Âge, avec une utilisation, une récupération évidente. Je parlais de la Sainte Couronne tout à l'heure, mais il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait donner. Donc, c'est sûr que l'actualité politique de cette région, en particulier polonaise et hongroise, a été un des moteurs de ce projet, un des éléments qui m'a incité à essayer d'aider le lectorat non averti à démêler le vrai du faux dans tout ce que l'on dit, ce que l'on raconte sur les origines ou pseudo-origines de ces pays. Ça va assez loin, notamment dans la politique migratoire. Il y a souvent des références à la nécessité de défendre la citadelle Occident, chrétienté, contre les païens barbares et autres. Et là, naturellement, on voit bien comment est utilisée la notion de bouclier de la foi, qui est un des articles du dictionnaire de ce volume. C'est un exemple. On pourrait en donner beaucoup d'autres. Et je pense qu'Olivier et Martin auraient peut-être aussi des idées là-dessus. Juste encore pour continuer sur ce sujet-là, pourquoi est-ce que justement ces dirigeants populistes en général ou illibéraux vont puiser dans cette histoire médiévale? Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit d'autres exemples. On pourrait même parler de la France à l'heure actuelle avec d'autres références, on va dire médiévales. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est parce que justement c'est un passé peut-être moins connu même de leur propre grand public, on va dire local, et donc c'est facile en fait de réutiliser ça à sa sauce. Puis ces gens-là sont morts depuis des années, donc évidemment ils peuvent pas se défendre. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une absence de grandes personnalités fédératrices dans un passé plus récent? Alors ça, c'est une question assez difficile, mais je pense que dans le cas de la Hongrie en particulier, le Moyen-Âge est ressenti et perçu comme un âge d'or, et la Pologne aussi, à certains égards, même si ça tire plutôt du côté du XVIe siècle, a la même vision de son propre passé. Donc c'est toujours facile c'est plus facile pour des apôtres, des leaders qui cherchent à restaurer la grandeur soi-disant perdue de tel ou tel pays, de faire référence à des époques qui sont considérées comme glorieuses, des époques d'expansion géographique, de dynamisme culturel, avec naturellement des épisodes plus difficiles, mais je pense que c'est plus facile de faire référence à cette période-là qu'à des périodes plus récentes. Pour donner un exemple concret sur la Bohème quand même qui nous intéresse, justement, il y a toujours eu une appétence, on va dire de plusieurs régimes politiques ici en pays tchèque, même on pense au régime communiste par exemple qui a récupéré Jan Hus, voilà. Il y a quelques années, il y avait eu cette enquête où on avait élu Charles IV comme le plus grand de tous les Tchèques. C'est assez incroyable justement comme ce Moyen-Âge à la fois rêvé, fantasmé, peut-être vrai aussi, parce que parfois on récupère aussi des bouts de vrai et puis on les réadapte. Peut-être, je m'adresse là aux historiens spécialistes justement des pays tchèques. Pourquoi cette volonté d'aller puiser dans cet imaginaire médiéval pour, on va dire, pour faire sens actuellement pour les Tchèques? Ce Moyen-Âge n'est pas toujours imaginaire. Ou alors, s'il est imaginaire, c'est moi qui suis coupable parce que je suis professeur d'histoire tchèque à l'université Charles. Pourquoi il est tellement révéré et était toujours? Je pense que Charles IV, et ce n'est pas fantasmé, est tellement vénéré par les Tchèques parce qu'il était à la fois un grand roi de Bohême et à la fois l'empereur, ce qui n'est pas important, mais européen. Quelqu'un qui a été éduqué à la cour des rois de France à Paris dans les années 20
C'était un roi exceptionnellement lettré qui a, entre autres, écrit sa propre biographie où il a avoué qu'en France, il a oublié le tchèque. Il parlait français, donc en France, ce qui est logique, dans les années 20 du XIVe siècle. Mais il écrit après, parce qu'il parlait plusieurs langues, j'ai réappris le tchèque et donc j'ai parlé tchèque comme tous les autres tchèques. Il y a une part de propagande de sa part parce que sa biographie, comme chaque document historique, il faut la lire avec un esprit critique. Mais je pense que les Tchèques apprécient Charles IV parce que c'était un roi cultivé et lettré. Tous les rois et tous les dirigeants de notre État n'ont pas été cultivés et lettrés, et qu'il était à la fois tchèque et à la fois européen, on peut dire, ou au moins qui parlait allemand, qui parlait français. C'est ça que la nation tchèque, dont je fais partie, cherche. Je voulais peut-être revenir aussi sur quand même le titre de ce livre, Démystifier l'Europe centrale. On en parle dans l'introduction, notamment dans un des, c'est pas l'introduction d'ailleurs, c'est dans un des chapitres. C'est compliqué, ce terme d'Europe centrale. On voit une fois de plus que dans une dénomination qui se voudrait neutre, disons un nom qui indique un emplacement géographique, en fait fait l'objet de nombreux débats puisque cette région-là a eu diverses dénominations, que ce soit dans les écrits des chercheurs, des penseurs, dans la bouche de politiques en fait. Donc finalement rien de moins neutre que les mots ouest, est, centre, centre-est, etc. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de cette notion d'Europe centrale et de ce choix finalement? Avec Olivier et avec Marie-Madeleine, nous sommes amis, mais j'avoue qu'il y avait un moment de désaccord, ce qui arrive chez plusieurs chercheurs qui collaborent. La vision de cette encyclopédie me paraît un peu franco-française. C'est le droit des auteurs, mais c'est l'Europe de Visegrad. Et j'ai essayé quand même de poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas l'Autriche ou la Bavière, mais j'ai accepté cette vision française de l'Europe centrale qui est la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie. Peut-être Olivier Marin, peut-être un mot là-dessus, sur le terme compliqué. L'expression est nécessairement une construction, ce qui ne signifie pas que ce soit complètement arbitraire. Au fond, c'est une question de cadrage, comme en photographie. Voilà, on cadre l'image de telle sorte, de manière à faire ressortir ce qui paraît important. Alors, pour répondre à Martin Neidlin, l'Europe centrale, évidemment, n'est pas une substance. On ne peut pas la définir par des qualités intrinsèques. Parfois, on dit que cette Europe est centrale parce qu'elle est au centre du continent, mais on le sait, les méthodes de calcul pour trouver le centre géométrique de l'Europe varient selon qu'on intègre ou non les îles. Donc ça ne marche qu'à moitié. Parfois on dit que cette Europe est centrale parce qu'elle est enclavée. Alors c'est vrai aujourd'hui de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie, mais comme vous le savez, dans l'histoire, il est arrivé que même la Bohème ait un accès à la mer. Königsberg, Kaliningrad, remonte au XIIIe siècle, a été fondée par le roi de Bohème. La Hongrie a très longtemps été une puissance méditerranéenne et a produit jusqu'à des dates récentes des amiraux. Bon. Donc cette définition-là non plus n'est pas bien pertinente. On dit parfois que cette Europe serait centrale au motif qu'elle abriterait des pouvoirs de commandement. Bon, c'est douteux aujourd'hui. Bon, bien sûr, Prague a été à certaines périodes la capitale de l'Empire ou la résidence de l'Empire, mais enfin, ça non plus, ça n'est pas une constante. Donc on a beaucoup de mal à trouver des qualités intrinsèques qui permettraient de définir l'Europe centrale. Bon. Je pense qu'avec Marie-Madeleine, on est parti plutôt du constat. L'Europe centrale se définit par des relations, au sens où
On y a inclus des peuples qui n'appartenaient pas à l'Empire romain, qui n'ont pas été romanisés, qui ensuite ont adhéré au christianisme latin, et c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui on emploie l'alphabet latin dans ces pays-là, mais qui en même temps ont été en contact direct avec l'Orient byzantin, avec les Mongols, avec les Ottomans, voilà. Donc c'est ce jeu de relations, alors qui a évidemment fluctué au cours de l'histoire, qui nous a permis de cerner cette Europe centrale. Et il me semble que l'Autriche, la Bavière ont un substrat romain, ont été christianisés plus tôt, et donc on leur a accordé quand même une assez large part, mais ils n'entrent pas dans le cœur de la définition que nous avons donnée de l'Europe centrale. Alors, là où peut-être je peux faire une concession à mon cher Abdi Martin, c'est que nous nous inscrivons dans une tradition historiographique française qui, de fait, jusqu'à nos jours, garde une légère pointe anti-germanique. Et donc, on a tendance à en exclure les pays majoritairement germanophones. Voilà. Alors, traditionnellement, l'Europe centrale est quand même une alliance de revers, si vous voulez, contre l'Allemagne ou l'Autriche. Évidemment, c'est un ouvrage immense. Enfin, on peut pas parler de tout, malheureusement. Il y a plusieurs chapitres que j'ai trouvé très intéressants. Je m'arrêterai peut-être sur le chapitre 2 pour le coup, parce que j'ai bien aimé cette idée de l'Europe centrale en 15 instantanés. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des dates qui ont été retenues, qui sont pas forcément des événements, mais plutôt des tournants pour les pays respectifs, qui sont donc la Bohème, la Hongrie, la Pologne. Je cite pas la Slovaquie parce qu'elle était dans le royaume de Hongrie. Pour la Bohème, par exemple, alors on parle d'un chapitre que peut-être peu de gens connaissent, l'histoire du roi Samo, le roi des Vandes qui rompt avec Dagobert. Sinon, la reconnaissance de l'Église morave en 800 par le pape, la visite d'Ibrahim Ibn Yacoub en Europe centrale qui décrit Prague. C'est une des premières ou la première mention de Prague écrite. Les cisterciens en Europe centrale, très important pour la diffusion d'une certaine culture. Donc en fait, il y a toutes ces, je vais pas tous les citer, et c'est la même chose en effet pour la Pologne et pour la Hongrie. Comment est-ce que ce choix s'est opéré pour ces événements qui ne sont pas forcément justement des événements, mais des tournants? C'est le fruit d'une discussion. Nous avons beaucoup échangé autour du choix de ces dates. Je précise au passage que, comme il était question tout à l'heure du titre, ce titre, Démystifier l'Europe centrale, c'est aussi à Olivier que nous le devons. Nous avons eu un certain nombre de discussions. Le chapitre 2 avait pour objectif de montrer que la temporalité du Moyen-Âge dans cette région n'était pas la même, pas forcément toujours la même que celle de régions plus occidentales et en particulier de la France. Donc nous avons essayé de faire porter l'accent sur des moments clés, que ce soit des débuts de processus, des fins de processus ou des batailles plus classiquement ou des événements vraiment politiques qui donc soit étaient totalement méconnus, soit étaient très différents des césures chronologiques qu'on pouvait connaître dans d'autres régions. Et la notice Samo, eh bien, c'est Olivier qui l'a rédigée, donc peut-être veut-il en parler. Oui, on a quand même essayé de prendre un peu le contre-pied de la fameuse collection, les 30 journées ou 40 journées, je ne sais plus qui ont fait la France. C'est-à-dire que le risque aurait été de déployer un récit un peu téléologique, comment s'est construite l'Europe centrale. Donc, on a mis en valeur aussi des événements moins connus qui parfois ont été des échecs ou de faux départs. Par exemple, dans tous les manuels, on évoque la fondation de la ville de Gdansk dans les années 1220 et on montre qu'au fond, c'est une date assez factice, que la ville ne décolle pas à ce moment-là et qu'il faut attendre la fin du XIIIe siècle pour que ça se réalise vraiment. Voilà, donc on a quand même essayé, là encore, de démystifier un peu le grand récit de l'Europe centrale qui nous guettait. Merci à Olivier Marin, Martine Neyedli et Marie-Madeleine de Sévin qui répondaient aux questions
Dana Kubishta, merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. À bientôt. Ahoy!